Parlons maintenant d'une phase importante de l'arbitrage qui concerne l'arbitrage de balles mortes. Il est évidemment essentiel d'avoir un bon positionnement, un bon placement, un bon déplacement pendant que la balle est vivante pour juger l'action, mais il est aussi essentiel de juger ce qui va se passer après l'action. L'arbitrage de balles mortes, c'est d'abord la sécurité des arbitres. C'est comment faire en sorte qu'on soit toujours positionné pour ne pas être en danger. On a pu voir plusieurs vidéos qui montrent des arbitres qui sont impactés par le jeu. Ça veut dire sur l'arbitrage de balles mortes, de ne pas se précipiter sur le jeu, attendre que le jeu soit complètement fini pour pouvoir intervenir, par exemple, pour aller chercher la balle. De toute façon, il est préférable d'avoir une vision un petit peu éloignée. On voit beaucoup plus de choses que si on est vraiment trop près du jeu. La deuxième chose sur l'arbitrage de balles mortes, c'est que il faut évidemment veiller à la sécurité des joueurs. C'est la chose aussi importante que la sécurité des arbitres. La sécurité des joueurs, elle peut se travailler préventivement à travers l'arbitrage qu'on va pouvoir avoir justement en balles mortes pour essayer de calmer des esprits qui s'échauffent, etc., avant d'arriver à d'éventuels échauffourées. Et puis dans la gestion qu'on pourra avoir aussi de la parole avec les joueurs, etc. Sur l'arbitrage de balles mortes, finalement, on a parlé tout à l'heure des catégories de fautes, on va souvent parler des catégories de fautes dangereuses, qui sont liées soit au comportement des joueurs, soit à leur attitude. Des fautes qui entraînent un contact physique, mais pas seulement, aussi des fautes qui sont des fautes liées au langage, à l'attitude. En tout cas, sur les mécaniques, et pour être le plus efficace possible sur l'arbitrage de balles mortes, il est proposé, à travers ce diagramme, d'étudier le rôle un petit peu des arbitres sur le terrain. On voit là un jeu de course qui se développe et qui sort en touche, quelque chose de tout à fait classique. Chaque arbitre fait les mécaniques habituelles sur les phases de jeu. Et ce qui est important de voir maintenant, puisque la balle est morte, elle est sortie en touche avec le porteur de balle, c'est où sont les regards des arbitres. Le juge de chaîne, on l'a dit tout à l'heure, étant donné que le porteur de balle est sorti à l'extérieur du terrain, on va lui demander d'avoir les yeux sur ce porteur de balle, cette balle, pour savoir si par exemple le porteur de balle se trouve sur la touche adverse, qu'il n'y a pas de problème particulier ou de coup à retardement ici. Les autres arbitres, finalement, vont l'aider en étant derrière, en surveillant ce qui peut se passer dans son dos. On peut très bien avoir des joueurs dans cette zone-là. Et puis, plus les arbitres seront éloignés, plus leur angle de vision sera large et ils verront d'autant plus de choses. Donc ce qui est important, c'est de bien voir que là encore, on a un travail d'équipe. On a un arbitre qui a pris l'avance extrême, qui a surveillé le porteur de balle, mais les autres, derrière lui, qui vont surveiller ce qui se passe. On va peut-être revenir sur cette notion un peu plus en détail de faute personnelle et de conduite non sportive. Aujourd'hui, la règle est assez claire. Les fautes qui sont commises pendant le jeu et qui sont liées à des contacts seront des fautes personnelles. Je viens frapper un joueur hors du jeu, je fais un bloc illégal pendant l'action, faute personnelle. Conduite non sportive, ce sera de toute façon en grande majorité une faute de balle morte, liée plutôt à une attitude trop démonstratrice, à des insultes, à une contestation appuyée d'une décision d'arbitrage. Voilà la catégorie des conduites non sportives. Et aujourd'hui, et dans le but d'apaiser les esprits sur les terrains, on peut avoir quelque chose de mêlé, c'est-à-dire qu'on peut avoir des fautes qui sont de contact lorsque la balle est morte, mais qui seront traitées comme des conduites non sportives. On l'a dit un peu plus avant dans la formation. La conséquence de tout ça, c'est qu'au bout de 2 conduites non sportives, un joueur est automatiquement exclu. Peut-être que pour l'illustrer, le plus simple, c'est de regarder quelques vidéos. Voilà la vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est la fin de l'action et de voir ce qui va se passer lorsque la balle est morte. Concentrons-nous sur les joueurs qui sont ici, receveurs et défenseurs. On va voir que la balle est morte ici et derrière, échauffourée. Il n'y a pas forcément de coups échangés, mais par contre, il y a ce qu'on appelle du chicken fight, ce qu'on appelle une petite échauffourée qui n'a pas sa place sur un match de football.
C'est l'image du football là, qui est en jeu, c'est la température du match qui est en train de monter. Donc il faut que les arbitres traitent ces situations. On voit ici les deux joueurs en question qui poursuivent des actions qui n'ont rien à voir avec des actions normales de football. En l'occurrence ici, on aura donc 2 conduites non sportives, une pour chaque joueur. Les pénalités vont se neutraliser quelque part, mais les joueurs seront chargés chacun d'une conduite non sportive. Ce qui veut dire que si, pour l'un des deux, c'est la deuxième conduite non sportive, il est automatiquement exclu suite à son attitude, ou sinon, il s'agit de la première, et donc une deuxième pourrait l'exclure. Voilà un deuxième exemple de vidéo qu'on va pouvoir voir sous 2 angles d'action qui a lieu lorsque la balle est morte. Et on va voir que là, on est sur immédiatement, une fois que la balle est morte. On va suivre en fait les 2 joueurs qui sont ici, le receveur et le défenseur qui le marquent. Donc on a un jeu de passe long, ici, qui va être attrapé par le receveur et qui est ensuite plaqué. On va mieux le voir sur le deuxième angle, puisque là on sera dans le sens du jeu. Pour essayer de positionner les joueurs par rapport à la ligne de touche. Je rappelle, on va prendre le côté droit de la formation. L'idée, c'est d'essayer d'identifier si, lorsque le plaquage est initié, le joueur est dans ou à l'extérieur du terrain. La balle est snappée, elle va être lancée, attrapée par le receveur. Vous voyez ici la ligne de touche, et ensuite le plaqueur qui initie le plaquage. Là, on est sur une zone un petit peu d'interprétation, c'est-à-dire que si on regarde strictement au centimètre près, on a effectivement un joueur qui a commencé à mettre son pied dehors et qui est plaqué. Mais en l'occurrence, le plaquage qui est réalisé là n'est pas violent, c'est un plaquage légal de football américain qui est quasiment initié dans le terrain. A priori, sur cette action, pas besoin de mettre un flag. Dernière vidéo, là on va suivre le joueur qui est en surbrillance. Encore une fois, à la fin du jeu, on a ici une balle interceptée, on voit le joueur blanc qui arrive, et on va voir l'action. Voilà. La balle est morte parce que le porteur de balle se trouve au sol. Une fois que la balle est morte, le jeu doit s'arrêter. Et le joueur prend encore 1 ou 2 pas et vient contacter un joueur au sol. Donc là, on a bien une faute personnelle pour empilement. Donc vous avez vu dans les 3 vidéos qu'on a pu voir, la première nous montrait une action qui n'avait rien à voir avec une action de football américain, c'est-à-dire qu'on avait 2 joueurs qui étaient dans une échauffourée, conduite non sportive. La deuxième, on était sur un cas limite, mais sans violence, donc on peut considérer, vu la proximité du plaquage et la ligne de touche, qu'on n'avait pas de faute. Et ici, par contre, on a bien une faute délibérée, qui peut encore être considérée comme un geste de football, mais qui sera sanctionné d'une faute personnelle uniquement. Voilà. Donc, très important pour les arbitres de gérer ces situations. Ne pas gérer ces situations, que ce soit en les marquant avec une pénalité ou en expliquant pourquoi on n'a pas sanctionné, c'est essentiel pour la bonne tenue du match, pour être sûr que la température entre les équipes n'augmentera pas inutilement.